Bon, bonjour à tous et merci Bernard, merci aux membres de l'Observatoire de nous avoir gentiment conviés à participer. Alors, très vite, si ça fonctionne, on va faire on a une présentation PowerPoint. Quelques mots, là c'est une intervention en binôme. Donc, moi je suis Philippe Martin, donc je suis juriste en fait de droit social au contrat sec. Et je travaille depuis plusieurs années je collabore depuis plusieurs années avec Marie-Laure Pouchadon. Voilà, on est présent dans le même bureau aujourd'hui, qui est sociologue, laboratoire Passage et université Bordeaux-Montaigne. Et on travaille depuis plusieurs années sur les politiques publiques locales, notamment en direction des personnes âgées, en perte d'autonomie, personnes handicapées. Donc, dans quelques instants, Marie-Laure va vous présenter en fait en quelques mots le projet dans lequel on est trois chercheurs finalement impliqués dans ce projet. Elle va vous en dire quelques mots, qui a permis de mener des observations et tout un travail empirique autour effectivement de la mise en place de ce fameux village landais Alzheimer. Voilà, alors je tente un partage d'écran. Voyons. OK, est-ce que ça fonctionne? Si je mets ici, ce serait bien que j'ai… Normalement, c'est bon, oui. Ouais, normalement, c'est Ça devrait bon. être bon. Il faudrait que je puisse le mettre voilà, ici en diapo. OK, ça roule. Bon, Marie-Laure, présentation du projet peut-être en quelques mots. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc le projet dont tu parles, Philippe, s'appelle le projet InnovPad. C'est un projet qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est une étude pluridisciplinaire, tu l'as évoqué, qui convoque la psychologie, la sociologie et le droit. Donc, nous sommes tous les deux présents aujourd'hui, mais il y a une troisième personne dans l'équipe, Florence Zerillo, qui est maître de conférence en psychologie et qui est chercheur comme moi au laboratoire Passage, et donc rattachée à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, cette étude InnovPad porte en fait sur les formes alternatives d'accueil, d'accompagnement, de prise en soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, en fait, elle a pour ambition de voir un petit peu comment ont émergé différentes expérimentations locales, différentes initiatives locales en France, mais en essayant malgré tout de regarder du côté international, puisqu'un certain nombre d'initiatives dites innovantes s'inspirent aussi de certains projets internationaux. Donc, cette étude est de nature qualitative. On procède par entretien, par observation, observation d'espace, de lieux, d'interaction aussi professionnelle, de rencontres professionnelles également, et puis à partir de documents institutionnels, d'analyse et d'études de documents institutionnels. Donc l'idée au niveau de la France, en tout cas, c'est de travailler sur différents terrains, comme je l'ai dit, différentes expérimentations. Et donc le village landais Alzheimer est une des expérimentations en fait sur lesquelles nous travaillons, sachant qu'il y a trois autres terrains qui seront développés à côté de l'observation de cette expérimentation-là. L'idée, c'est effectivement d'essayer de varier un petit peu les études et la diversité en fait des initiatives. Donc, on voudrait développer aussi des observations sur un autre lieu communautaire. Donc, on n'a pas encore choisi. Il y a deux options qui s'ouvrent à nous et on va voir comment le choix va s'opérer. Sinon, l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler sur des unités spécialisées qui sont du coup là par contre dans des EHPAD classiques et d'ouvrir aussi les observations à d'autres formes d'intervention, là par contre des interventions à domicile et notamment de s'intéresser à des services type baluchonnage. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu de mixer les observations, le regard porté sur ces différentes initiatives et de comparer un petit peu les perspectives. Alors, une précision importante, le projet InnovPad n'avait pas pour objet de travailler sur le Covid, sur la pandémie. En fait, il était constitué et déposé en amont de l'émergence de la crise, ou en tout cas de la survenue de la crise,
Donc vraiment, nos axes de travail portent sur 3 orientations. Bon, je n'ai pas le temps de les développer là, mais juste pour vous donner un petit peu les principales informations. On a tout un axe de travail sur le care, le caring, donc vraiment sur l'approche globale de la prise en soin, à la fois dans l'étude de l'articulation de la dimension thérapeutique et non thérapeutique. On a tout un axe de travail sur la coopération professionnelle et sur la confrontation en fait des cultures professionnelles, puisqu'un certain nombre de projets dits innovants en appellent justement à l'hybridation, à la collaboration de différents profils et notamment à des profils autres que le personnel soignant, des artistes, des animateurs, des partenaires diversifiés dans le cadre du village landais Alzheimer, les bénévoles, on va le voir, qui sont un axe important du projet. Et puis, il y a une 3e dimension dans l'étude InnovPad qui porte sur l'espace, sur la spatialité, alors à l'intérieur des projets en tant que tels, pour voir un petit peu, observer comment l'espace est intégré dans la philosophie du soin, dans l'accompagnement des patients, mais également d'un point de vue un petit peu plus générique, dans l'idée de voir comment les projets s'inscrivent dans des dynamiques territoriales, dans des dynamiques partenariales, et donc s'inscrivent dans des territoires, dans les territoires locaux, et dans le cadre du projet landais, Philippe y reviendra dessus, sur une véritable politique locale, départementale, qui a été à l'initiative du projet. Donc voilà un petit peu pour les grands axes de l'étude InnovPad. Très bien. Alors, voilà, on est un duo. On n'a pas trop répété, mais alors, voilà, quelques diapos simplement pour que vous ayez en tête les éléments les principaux sur ce village landais Alzheimer qui désormais s'appelle Village landais Henri Emmanuelli. Et vous comprendrez que ça a beaucoup de sens parce qu'en réalité, c'est vraiment un portage du conseil départemental et avec une très forte impulsion personnelle et politique d'Henri Emmanuelli de son vivant lorsqu'il était conseiller, président du conseil départemental des Landes. Alors, bon, les 2 grandes idées, c'est que c'est un projet qui est clairement inscrit dans une politique donc départementale des Landes, menée depuis très longtemps, même avant ça, donc une politique du grand âge et dans une démarche territoriale, d'implantation territoriale. Et c'est, comme l'a suggéré Marie-Laure, aussi un projet qui est conçu comme innovant du point de vue de l'accompagnement des personnes âgées, c'est-à-dire un accompagnement qui tient compte de la personne, de ses habitudes et pas uniquement centré sur la prescription de médicaments. Voilà. Alors, voilà les grandes étapes. Hein. Donc, on a bien un projet qui a été initié et clairement porté par le conseil départemental. Donc, c'est l'émanation d'une politique publique. Là, on est bien dans le sujet de l'observatoire. Hein, dès l'année 2014-2015, c'est quoi l'idée? Là, je schématise, hein, mais c'est bien de créer un espace intermédiaire entre le domicile et l'établissement pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Voilà, c'est centré quand même sur ce public. Et c'est un modèle qui a été expérimenté aux Pays-Bas. Donc, au conseil départemental, ils ont expliqué, lorsqu'on les a rencontrés dès 2016, que c'était lors d'une visite effectuée aux Pays-Bas par l'équipe d'Henri Emmanuelli qu'ils avaient été assez séduits par ce concept et ils ont eu la volonté de l'implanter dans les Landes. Hein. Donc, un accueil comme à la maison qui respecte le rythme des personnes et développe donc une dimension sociale. Alors, ça s'est matérialisé par l'idée de créer un genre de village, en fait, qui est situé à Dax. On pourra revenir éventuellement ou pas pourquoi Dax, ce n'est pas Mont-de-Marsan. Bon, il y a eu des tractations politiques derrière tout ça, mais c'est constitué donc de 16 maisonnées qui sont réparties en 4 quartiers dans un parc paysager, donc à Dax, qui a vocation et qui accueille actuellement, me semble-t-il bien, 120 résidents. Ça, c'était le projet. Et donc, on est monté en charge pleinement. 120 résidents avec un accompagnement sans blouse blanche, c'est l'idée, par 120 professionnels, donc un ratio de 1 pour 1, alors que de mémoire, la moyenne nationale dans les EHPAD, si je ne dis pas de bêtises, c'est 0,58, si vous voulez, ça donne une idée. De là, un très fort investissement dans l'accompagnement par des professionnels, plus une centaine de bénévoles. Donc là, il y a une volonté de s'appuyer sur tout un tissu d'associations et de bénévolat. S'y ajoute un centre de ressources, c'est-à-dire l'idée d'avoir aussi une entité de recherche. Donc, il y a
des universitaires de tous bords qui forment cette entité pour réfléchir à des pratiques thérapeutiques innovantes. Donc, les travaux, mais Marie-Laure reprendra le timing, hein, ont démarré en avril 2018, achevé en fin 2019. Le village a été ouvert le 11 juin 2020, donc on était déjà voilà, dans la période de pandémie, et il a été officiellement inauguré en mai 2022. Donc, c'est quelque chose de tout récent. Alors, pour poursuivre, hein, pour avoir une idée, quand même sur l'organisation juridique, bon, moi je suis juriste, je me suis quand même intéressé un peu à ça. En fait, la gouvernance, c'est l'instance du gouvernement, un groupement d'intérêt public créé en 2016, sont membres du GIP, vous voyez, là, vraiment les parties prenantes, voilà, les stakeholders, pour parler bien français, le conseil départemental des Landes, bien sûr, mais aussi les communes de Dax et Saint-Paul-les-Dax, la communauté d'agglo du Grand Dax, la mutualité française des Landes, dont là aussi on a un acteur mutualiste qui s'est arrimé au projet et qui joue un rôle important, et les associations France Alzheimer, Parkinson, Génération Mouvement Land, etc. Donc, un pool associatif. S'y ajoute un comité de pilotage où là, on retrouve les deux grands acteurs publics locaux, que sont le conseil départemental et l'ARS Aquitaine. Voilà. Alors, du point de vue juridique, hein, ce village landais, bon, en fait, c'est un établissement médico-social. Donc, c'est bien un genre d'EHPAD et donc juridiquement assujetti aux règles du Code de l'action sociale et des familles. Donc, tout ce qui est, toutes les règles qui imposent bon, un agrément, un conventionnement avec le conseil départemental, avec l'ARS, voilà, tout ce qui relève des modes de contrôle, des règles de financement, etc. C'est quand même un établissement médico-social qui se veut expérimental, qui se veut innovant, mais on est quand même dans ce cadre-là. Pour vous donner une idée des coûts, le coût estimé de cette opération, c'est 24 millions d'euros en investissement, hein, pas en fonctionnement. Bon, ça inclut la construction, et donc de 7 à 8 millions d'euros par an en fonctionnement. Alors, je ne détaille pas là, la part de chacun, mais les financeurs bon, sont le conseil départemental des Landes, hein, sous la forme d'un apport, mais aussi d'un emprunt, me semble-t-il, la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d'agglo et d'autres opérateurs à un niveau un peu moindre, comme la CARSAT Aquitaine. Bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. Alors, pour se raccrocher un petit peu aux problématiques de l'observatoire, bon, la question qu'on s'est posée et qu'on vous propose, bon, c'est bien sûr quel est l'impact qu'a eu la pandémie sur ce projet de village landais Alzheimer. Donc, là, bon, on vous propose des questions, on s'est fait un petit brainstorming entre nous pour préparer ça. Donc, a-t-on assisté à des aménagements purement conjoncturels? On va voir les choses comme ça. On peut aussi se demander si cette période de confinement et les restrictions des libertés corrélatives n'auraient pas constitué une sorte d'aubaine aussi pour les promoteurs du projet, parce que le démarrage, c'était très ambitieux, mais il fallait aller vite. Donc là, il a fallu échelonner l'accueil des résidents, peut-être réajuster les modes de recrutement, les critères de recrutement des malades, etc. Bon, il y a peut-être eu un effet d'aubaine, je dis peut-être, mais ça, c'est… voilà, on n'a pas forcément toutes les réponses à ces questions. Au fond, quand même, on peut se demander si on n'observe pas une distorsion du projet initial, qui était vraiment conçu comme innovant, c'est-à-dire vraiment ouvert. Et si oui, dans quelle mesure cette distorsion est-elle imputable à la pandémie? Parce que ce n'est pas évident non plus qu'on puisse faire porter à la pandémie le chapeau d'éventuels écarts avec le concept du projet initial. Donc, ce qu'on vous propose, si on arrive à tenir le timing, c'est d'aborder trois dimensions. On va essayer d'être synthétique. La dimension temporelle, la dimension organisationnelle et la dimension du soin aux personnes âgées pour essayer de mesurer cet impact. Donc, je vais repasser de suite la parole à Marie-Laure pour parler de la dimension temporelle. Est-ce que là, bon, vas-y. OK, alors… Peut-être, voilà. Oui, on va projeter au fur et à mesure que je vais parler. Je te dirai quand je fais une frise chronologique un petit peu. On va essayer de projeter ce document. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais là, on est vraiment sur le terrain en ce moment. Hein. Donc, on est en train de réaliser des entretiens, notamment avec une certaine catégorie de professionnels. On va tous les voir, mais là, plus particulièrement, on travaille avec les maîtres et maîtresses de maison. Donc, tout ça pour vous dire que la présentation qu'on vous fait, elle n'est pas aboutie, elle n'est pas exhaustive, et c'est voilà, certains éléments qu'on met aujourd'hui
en visibilité par rapport à l'état actuel de notre réflexion et effectivement l'échange qu'on a eu au préalable. Donc, il y a peut-être des aspects qui, dans d'autres interventions, seront un petit peu redimensionnés ou seront présentés sous une autre formalité ou une autre forme. Donc, effectivement, moi, ce qui me semblait important de mettre en évidence par rapport aux premiers impacts de la crise sanitaire sur la mise en place du village, c'est vraiment l'application, en fait, les bouleversements qu'il y a eu dans l'application du calendrier d'ouverture du site et du complexe à proprement parler, mais au-delà, et toujours dans ces questions de timing, au niveau aussi des modalités d'accueil des résidents et au niveau du phasage, en fait, de certaines dimensions innovantes du projet, on va le voir tout au long de l'exposé, qui vont être repoussées, recalibrées, qui mettront du temps à démarrer vraiment et voilà, qui auront un certain nombre d'effets d'incidence, notamment sur les pratiques professionnelles et sur l'organisation à proprement parler du site et des activités dans le site. Alors, concernant le calendrier, ce qu'on peut dire, c'est effectivement que c'est un calendrier qui va être distendu, et qui renvoie effectivement à un certain nombre de bouleversements. Alors, pour illustration, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, l'inauguration officielle du village landais Henri Emmanueli, elle a eu lieu il y a quelques semaines, enfin quelques jours, le 20 mai dernier, donc plus de 2 ans après l'ouverture du site aux résidents. Donc, on voit que cette temporalité illustre bien justement les bouleversements qui ont pu toucher l'établissement dans la réalisation et dans la mise en place du projet. Alors là, je veux bien, si tu peux, mettre la frise. Voilà, Alors, attends, là, il faut que j'arrête ce partage-là et que je repartage, pardon. Attends, partager. Et on l'a où ici, non, non, ça c'est la journée d'études. Mince, pourquoi je l'ai plus ici? C'est lui, là. Ouais, a priori, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit, là, à l'écran ou pas? Non, attends, si, c'est lui. Allez, hop, pardon. Excusez-nous, voilà. Vous voyez le doc, c'est bon? En principe. Oui, c'est bon. Ok. Donc, pour suivre un petit peu le document, dans les projections, en fait, donc le village a été livré, comme Philippe l'a dit, en décembre de 2019. Bon, là, j'ai mis cérémonie de la première pierre le 4 juin 2018. Et puis, effectivement, la fin des travaux sera réalisée en décembre 2019. Donc, dans les projections initiales, l'accueil des professionnels sur le site était prévu en mars 2020 pour une ouverture aux résidents début mai 2020. On était à peu près dans ces temporalités. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Les professionnels ont bien été accueillis le 16 mars 2020 sur site lors d'une journée officielle d'accueil et le soir même, entrait en vigueur l'application du premier confinement. Donc, on se retrouve dans une situation où le jour de leur entrée au village et de leur prise de fonction, en quelque sorte, les professionnels sont sommés de repartir chez eux jusqu'à une date indéterminée puisque se met en place le confinement. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs semaines de flottement où la direction du village ne sait pas si l'ouverture va pouvoir avoir lieu et dans quelles conditions. De nombreux points sont en discussion avec les instances légales, avec les autorités de tutelle, sur différents aspects, le caractère risqué de l'ouverture de la structure dans un contexte où les EHPAD sont les premiers lieux collectifs touchés par la mortalité, sur les conditions d'accueil des résidents et de leurs familles, sur la mise en application également des normes d'hygiène et des préconisations sanitaires. Donc, un certain nombre de points en discussion et en suspens, et tout ça dans un contexte quand même assez incertain pour l'établissement quant à sa propre situation, car à cette époque-là, il était envisagé que l'établissement puisse peut-être être réquisitionné ou en tout cas servir de lieu ou de point d'accueil d'urgence pour des structures de soins ou des structures médico-sociales du territoire qui auraient eu besoin effectivement de cet accueil d'urgence ou voilà, de mettre sur place des malades éventuellement face à l'évolution de la situation sanitaire.
Donc, un certain flottement à cette période par rapport aux possibilités d'ouverture et aux conditions dans lesquelles le village allait ouvrir. Alors, juste on peut noter, ça c'est intéressant à mettre en exergue, que durant ce temps un petit peu là de flottement, qui renvoie vraiment au temps dur du confinement, les professionnels soignants et paramédicaux seront soumis en fait à des situations assez différentes. Certains professionnels resteront chez eux, certains autres seront seront mis à disposition de leur ancienne structure professionnelle ou seront mis à disposition d'autres structures médico-sociales départementales en tension dans le but de soutenir les équipes. Et puis, progressivement, d'autres professionnels seront réintégrés au sein du village pour assurer des tâches de rangement, de nettoyage, de maintenance, de mise progressivement en activité du lieu. Donc voilà, des situations assez disparates pour les professionnels. Alors, la suite de la chronologie, c'est qu'au 11 mai 2020, tous les professionnels vont toutefois revenir sur le site et poursuivront finalement ce que certains avaient commencé à engager, à savoir la mise en activité du site avec la préparation des maisonnées, vérification des stocks, des activités de nettoyage, de maintenance, etc. L'accueil, oui, juste peut-être une précision sur cet aspect-là, sur ce point-là. Durant le temps de confinement, le lien avec les familles sera maintenu par l'équipe de direction et par les médecins, avec notamment la nécessité de reprendre un certain nombre de points, notamment remettre à jour les listes d'inscription et les listes d'attente, refaire le point avec les familles sur leurs souhaits d'entrée dans le village et sur les nouvelles contraintes qui s'imposent à elles par rapport au contexte pandémique, et puis la nécessité aussi pour les médecins de maintenir actif le recrutement des résidents pour pallier aux défections ou alors au décès de personnes qui étaient inscrites et qui sont décédées suite au Covid. Donc, l'ouverture du village aux résidents dans ce contexte pourra se faire. Elle sera finalement possible au mois de juin 2020, donc avec quelques semaines de retard par rapport à ce qui était initialement envisagé. Souvenez-vous, j'ai dit début mai 2020. Bon, là, on est sur une ouverture mi-juin. Finalement, le retard n'est pas si énorme que ça. Le principal changement va porter plutôt sur les conditions d'entrée des résidents dans le village. Et là, le changement important, c'est que là où était envisagée une entrée massive des résidents, des 120 résidents sur une seule date à un même moment, ben là, il va y avoir effectivement une entrée échelonnée, progressive des résidents sur en gros 4 grandes dates. 3 dates durant l'été 2020, le 11 juin, le 25 juin et le 9 juillet. Et puis, enfin, l'ouverture du 4e quartier, les 10 et 11 septembre 2020. Tout ça, effectivement, avec sous l'égide de l'ARS et d'un protocole sanitaire validé par l'ARS. Alors, ce qui est intéressant dans les entretiens que l'on est en train de mener actuellement avec ma collègue, c'est qu'on voit que finalement, a posteriori, cet échelonnement de l'arrivée des résidents est plutôt perçu par les professionnels avec lesquels on échange actuellement comme une bonne chose. Parce que finalement, pour les maîtresses de maison, ça leur a permis de s'installer dans leurs fonctions, de bien prendre leur marque dans les maisonnées, de tester le bon fonctionnement de certains équipements. Et puis, pour d'autres profils de professionnels, je pense notamment aux médecins, ça leur aura permis, cet échelonnement, de mieux gérer l'accueil et l'arrivée des résidents, puisque finalement, ce temps d'accueil s'est révélé, et ça, c'était peut-être pas suffisamment anticipé au départ, s'est révélé un temps extrêmement chargé pour les médecins avec plein d'actes, finalement, d'interaction, des entretiens d'accueil avec les familles, avec le résident, la récupération de données médicales manquantes pour vraiment actualiser les dossiers médicaux, les derniers points administratifs, etc. Bon, sans compter toutes les multiples sollicitations le jour J, le jour d'une arrivée. Donc finalement, de l'avis des médecins aussi, cet échelonnement a plutôt été quelque chose de positif.
Alors, l'autre point qui va effectivement renvoyer à ce côté un petit peu dilué du calendrier, ou en tout cas distendu pardon, du calendrier, c'est l'arrivée reportée des bénévoles, qui sont pourtant un point important du projet. Les bénévoles ne pourront pas arriver en même temps que les résidents, donc il y a quelques semaines qui vont être mises entre l'arrivée du gros des résidents en juillet et puis ensuite l'arrivée des bénévoles. Donc, concrètement, les premiers bénévoles vont arriver le 23 juillet sur le site, mais ils vont rester peu de temps en fait sur le site. Leur présence sera de courte durée, puisque, je l'ai mis dès le 23 octobre, en fait, leur présence sera suspendue en raison de l'entrée en vigueur du deuxième confinement. Et là, effectivement, il n'y aura plus la présence de personnes extérieures possibles sur le site. Juste dire également que cette présence des bénévoles là, dans ces quelques semaines, entre le mois de juillet et le mois d'octobre, aura été somme toute limitée, cantonnée à certains lieux collectifs, ne s'est pas faite comme elle était bien évidemment envisagé. Plus d'une centaine de bénévoles qui ont été pensés dans l'architecture du projet. C'est finalement aujourd'hui, à l'heure actuelle, plutôt une soixantaine de bénévoles qui sont mobilisables et qui sont effectivement dans la file active au niveau du service d'animation qui gère le contact et l'inclusion des bénévoles dans le projet. Donc, on voit le fonctionnement du village va se mettre progressivement en marche avec des limites importantes dans le fonctionnement du site, dans l'utilisation aussi de certains lieux. On ne l'a pas dit, mais le village, c'est tout un complexe avec un certain nombre d'équipements culturels, éducatifs, etc. Donc, il y a une médiathèque, il y a un auditorium, il y a une brasserie, il y a une épicerie. La médiathèque ne pourra pas accueillir le public extérieur comme cela a été imaginé dans la conception du projet. Cette médiathèque, elle est pour le territoire de Dax, donc les personnes du territoire, les habitants du territoire ne pourront pas accéder à la médiathèque, qui sera fonctionnelle pour les résidents, mais c'est tout. L'auditorium ne sera quasiment pas utilisé, de façon très limitée pour certains événements culturels en interne. L'entrée dans les maisonnées sera restreinte selon aussi les périodes et les moments de la crise, on le verra un petit peu plus tard. Certains professionnels n'auront pas accès aux maisonnées, on en reparlera aussi, c'est le cas des animateurs. Et puis surtout, on évoquait dans notre présentation préalablement la dimension territoriale du projet, l'ancrage dans une politique partenariale largement souhaitée, soutenue et développée par le conseil départemental. Donc certains projets collectifs ne vont pas pouvoir avoir lieu, et partenariaux, ou alors vont être là aussi largement repoussés dans leur modélisation ou dans leur mise en action. Et là, je pense notamment au pôle de santé de la mutualité Land qui ouvrira, qui prendra un petit peu de retard dans son ouverture et dans son activation. Voilà, donc on peut dérouler la suite de la chronologie. Voilà, pas forcément prévu. Voilà, le pôle de santé qui ouvrira en fait qu'en décembre 2021 et pas sur toutes les activités. Voilà l'offre de soins proposés. Pour l'instant, c'est l'audioprothèse, voilà, et le dentaire qui est essentiellement ouvert. Alors, tu dois poursuivre. Ouais, du coup, si on peut revenir sur le PowerPoint. Alors, ok. Super. Bon, on essaie de faire court. Ouais, je vais essayer d'aller vite, pardon, je suis bavarde. Alors, le deuxième point qu'on voulait aborder au-delà de cet aspect de calendrier, c'est toute la dimension liée à l'organisation du travail. On l'a vu, là, les éléments que je viens d'énoncer montrent effectivement la limitation d'un aspect important du projet, son ouverture vers l'extérieur. Donc, durant plusieurs mois, et ça va être d'ailleurs renforcé par l'absence à certains moments et de façon assez prolongée malgré tout des bénévoles. Pendant plusieurs mois, le village va fonctionner en vase clos. Alors, les termes ne sont pas de moi, ils ont été cités quelquefois en entretien. En tout cas, voilà, le village va fonctionner de façon ralentie.
par rapport à la dynamique qui était initialement espérée. Si je dis ça, c'est que ça va avoir effectivement des conséquences à différents niveaux sur l'organisation du travail en tant que tel. Donc là, j'ai essayé un petit peu de hiérarchiser et de mettre en exergue quelques points sur lesquels on peut voir des effets directs. Au niveau d'abord de l'affectation des personnels à certaines missions, on va le voir. Au niveau de la définition des tâches et de la nature du travail à effectuer, pareil pour un certain nombre pour certaines catégories de professionnels, et puis des répercussions aussi en termes d'organisation du travail, au niveau de l'organisation du temps de travail à proprement parler, de la gestion de l'équipe soignante et du coup, par corrélation, du travail, des tâches qui incombent à la cadre de santé qui va être également bien impacté sur ces aspects d'organisation du travail. Alors, juste pour illustrer ces différents points, par exemple, l'affectation des personnels sur certaines missions qui va être un petit peu bouleversée. Je peux prendre pour exemple, en fait, l'arrivée des résidents qui se fait comme ça en décalé, hein, l'ouverture progressive des maisonnées que j'ai expliqué, ne va pas permettre à tous les maîtres et à toutes les maîtresses de maison d'entrer directement, pleinement dans leurs fonctions de la même manière et selon le même timing. Et on va voir qu'il va y avoir un petit peu des différences qui vont s'opérer, puisque effectivement tous les professionnels ne vont pas pouvoir exercer en tant que maîtresse de maison, puisque toutes les maisons ne vont pas ouvrir en même temps. Eh bien, certains professionnels vont très vite entrer dans leur fonction de maître ou de maîtresse de maison, et puis d'autres resteront un petit peu en attente le temps que les maisons auxquelles ils sont affectés ouvrent. Donc, il va y avoir comme ça des organisations de travail un petit peu sur des timings et sur des natures de tâches un peu différentes. Donc, les professionnels, notamment lors des premières semaines d'ouverture pendant l'été 2020, qui ne sont pas affectés à une maison en propre, eh bien, ils vont venir comme personnel volant à l'échelle du site, à l'échelle du complexe, et ils vont venir effectivement en renfort de leurs collègues qui, eux, ont eu une maison qui était attribuée, ou en tout cas qui sont directement rentrés en poste sur leurs fonctions. Donc, ils vont prêter main forte, venir en renfort. Ils vont aussi suppléer ces personnels volants à l'absence des bénévoles sur certaines tâches, amener les résidents en promenade, leur donner accès à l'épicerie, etc. Et donc, ils vont participer à alléger en quelque sorte les journées de travail des maîtresses de maison qui, elles, seront directement très vite dans le feu de l'action en quelque sorte et dans l'accompagnement continu, concret, éprouvé des résidents dans une maison-lit. Alors, ça a des effets positifs, on le voit pour les maîtresses de maison qui ont été de suite en fonction parce que, elles ont pu rentrer de façon plus confortable dans leurs fonctions, mais pour les maîtresses de maison qui étaient volantes en quelque sorte, il y a quand même eu quelques frustrations parce que l'envie aussi à un moment donné de rentrer dans le cœur du sujet en quelque sorte et dans le cœur de l'accompagnement. Je passe très vite sur ce point, mais en termes d'affectation… Je voudrais presque conclure. Hein. Ah, d'accord. Bon, alors je passe. Du coup, sur les tâches, je voulais juste dire sur les tâches, la définition des tâches, la nature du travail à effectuer, c'est encore une fois les maîtresses de maison qui ont été largement impactées par ces aspects-là, notamment par la nécessité de devoir introduire dans leur pratique le respect des normes sanitaires, le respect des protocoles sanitaires, et notamment dans le devoir de l'expliquer aux familles, ce qui a pu entraîner parfois des recadrages, la surveillance d'un certain nombre du respect de ces normes et de ces protocoles. Et ça a effectivement largement alourdi leur travail. De toute façon, la pandémie a largement alourdi le travail quotidien d'accompagnement parce qu'il a aussi fallu surveiller un petit peu les résidents, notamment pour l'application d'un certain nombre le respect des gestes barrières, l'application d'un certain nombre de directives sanitaires ou de protection à l'égard des uns des autres dans les interactions. Au niveau de l'organisation du temps de travail, juste dire que pour la cadre de santé, ce qui n'avait peut-être pas été anticipé et qui, du coup, est une conséquence importante des bouleversements liés à la crise sanitaire, c'est la gestion des plannings, des équipes, l'organisation des roulements, le remplacement des personnels arrêtés,
malades, parfois qui sortent du projet également, qui va prendre énormément de temps, qui va être très chronophage pour elles et venir un petit peu bousculer ces possibilités de pouvoir se déployer sur d'autres missions que la simple gestion des plannings, en quelque sorte. Bon, je pense qu'on va devoir là se saborder. Oui, oui. Voilà, désolé. Non, c'est la sociologie. Voilà. Et pour arriver à quelques éléments quand même conclusifs par rapport aux questions qu'on a posées. Bon, bien sûr, on a voulu regarder en quoi la dimension de soins aux personnes âgées avait été impactée. Et bon, bien sûr qu'il y a un rapport entre les normes sanitaires nationales qui sont venues de manière verticale du haut, et on a essayé de regarder un petit peu comment la direction de l'établissement avait adapté ou pas ces règles. Bon, je vais s'aborder, bien sûr, j'avais prévu un bref rappel des règles sanitaires imposées aux EHPAD. Elles sont connues. En fait, ça a été un genre de stop and go entre un démarrage très dur, interdiction des sorties et des visites, pour en arriver quand même, en fait, à un moment donné. Là, bon, je passe sur la chronologie des mesures. On vous passera le PowerPoint. La décision quand même du Conseil d'État du 3 mars 2021 qui met quand même un stop, statut en référé, puisque le Conseil d'État, à la demande saisie par des familles de résidents en EHPAD, ont contesté les mesures qui interdisaient les sorties. Donc, suspension en référé de l'exécution des recommandations, puisque le ministère a procédé par recommandation, donc qui sont des actes administratifs faisant grief dans ce cas-là. Le Conseil d'État y a vu une atteinte grave à la liberté d'aller et venir. Donc, je passe là-dessus. Depuis, les choses, évidemment, ont bougé. Alors, peut-être tu peux dire 3 mots les plus illustratifs de comment, selon toi, Marie-Laure, qui a observé, comment ça a été adapté au niveau local, et pour en arriver à 2-3 idées de conclusion, finalement. Tu vois ? Oui, alors adapté au niveau local, bon, déjà dire qu'il y a eu 3 protocoles qui se sont succédés selon les périodes, qui ont été réajustés, etc. Moi, ce que je retiens du contexte et de la particularité locale par rapport à à des EHPAD, par exemple, ou à d'autres structures, c'est qu'il y a eu l'affirmation là, et le souhait de la part de la direction de tenir un certain nombre de lignes, d'axes forts du projet d'établissement, et que notamment les visites des familles n'ont jamais été interrompues. Elles ont été maintenues, alors dans des conditions et dans des contextes un peu différents. C'est ce qui a donné d'ailleurs lieu aux 3 protocoles, à leur évolution. Mais voilà, les familles ont continué à pouvoir rentrer dans le village, voir leurs proches, parfois dans les maisonnées en restant dans les chambres. Après ça a été revu, elles ont été accueillies plutôt dans des salles collectives, dans des lieux collectifs, la brasserie, etc. Puis c'est revenu dans les maisonnées. Bon, voilà, il y a eu des logiques de rétroaction, mais ça, c'est un point qui est très important. Et puis un autre point qui est très important, c'est que certaines modalités d'accompagnement, j'ai mis notamment l'exemple de la fin de vie, sont restées telles qu'ils étaient prévus dans le projet d'établissement, avec vraiment une intervention au plus près des malades, avec la possibilité, enfin des résidents, avec la possibilité vraiment pour les familles de venir à tout moment, sans restriction horaire, dès qu'elles le souhaitaient. Voilà, ça c'est un aspect important, et un rapport au risque qui du coup a été défini, déterminé aussi par rapport aux possibilités que permettait le lieu, l'architecture du lieu, avec la possibilité effectivement, et ça c'est un discours fort des médecins, de pouvoir très vite isoler, adapter les logiques d'isolement des résidents, puisque le lieu est sur des petites unités de vie. Il y a des espaces collectifs qui sont assez loin des unités de vie, qui permettent aussi d'être utilisés comme SAS éventuellement. Donc voilà, il y a une configuration architecturale et morphologique du lieu qui a aidé aussi dans la gestion et dans l'application des normes sanitaires. Alors, qu'est-ce qui a été le plus affecté dans le projet ? Marie-Laure ? Alors, le plus affecté dans le projet, c'est la dimension sociale, en fait, du projet. C'est vrai que tu avais évoqué cet aspect-là en introduction. Le village landais, il repose vraiment sur l'idée de pouvoir maintenir l'interaction des résidents et de faire une intervention, un accompagnement au plus près de leur rythme, de leurs souhaits, de leur réalité quotidienne. Et ça, effectivement, cette dimension sociale, avec notamment l'intervention et le développement d'activités éducatives, culturelles,
de différents profils d'intervenants, la présence des bénévoles qui viennent soutenir les équipes médicales ou soignantes et qui participent pleinement à l'accompagnement. Ça, c'est un aspect qui a été effectivement grévé et complètement ralenti par la pandémie.